En 1861, James Augustus Grant, un explorateur anglais, participait à une expédition en Afrique de l'Est avec l'explorateur John Hanning Speke. Ils étaient à la recherche de la source du Nil, mais sur les berges du lac Victoria, Grant contracta une maladie inconnue qu'il décrivit de la manière suivante. Une inflammation déforme ma jambe droite au-dessus du genou, provoquant des douleurs intenses, provisoirement soulagées par une incision profonde et une suppuration abondante. Pendant 3 mois, des abcès se sont formés. Je n'avais plus de force. Mon genou était raide et curieusement recourbé, rendant la marche impossible. Les traitements ne semblaient produire aucun effet, mais mon état finit par s'améliorer. Au 5e mois, les symptômes s'atténuèrent. Je fus enfin capable de sortir de la case pour respirer l'air frais, et je pus une fois de plus contempler la création divine dans le lac magnifique et les collines gracieuses qui s'étendaient devant moi. Quelle était cette maladie qui empêcha le capitaine Grant de participer à la découverte de la source du Nil avec John Speke? Personne ne parvint à l'identifier et on n'en entendit plus parler d'elle pendant les 3 décennies qui suivirent. 30 ans plus tard, en 1897, Sir Albert Cook, un médecin britannique travaillant à Kampala en Ouganda, décrivit lui aussi des ulcères cutanés peu courants. Il rédigea les notes suivantes sur un patient qui avait une jambe infectée avec de nombreuses ulcérations. Il y a 6 mois, la jambe s'est mise à enfler. 2 mois plus tard, l'ulcère supérieur est apparu, suivi 1 mois après par l'ulcère inférieur. Toute la jambe et le pied droit sont enflés. Juste au-dessus du genou apparaît un ulcère de forte taille, profond, granuleux, à vif. Un second ulcère suppurant est apparu juste au-dessus. Une fois de plus, la description des symptômes et de la progression de la maladie était très détaillée. Mais la maladie elle-même ne fut pas identifiée et aucun nom ne lui fut donné. On n'en entendit plus parler pendant les 50 prochaines années. Mais elle ne disparut pas pour autant. En 1948, 6 patients développèrent une infection du même type à Bairnsdale, en Australie. Cette fois, la curiosité des médecins fut éveillée. Les symptômes cliniques étaient tout à fait inhabituels. Tous souffraient d'ulcères cutanés progressifs de grande taille. Les médecins traitants se rendirent compte qu'ils faisaient face à une maladie jusqu'ici inconnue. Ce fait était déjà assez rare au milieu du XXe siècle pour que médecins et scientifiques mesurent pleinement l'importance de cette découverte. Des biopsies prélevées dans les ulcères furent analysées au département de pathologie de l'Université de Melbourne. Dans une communication publiée en 1948 et intitulée « Une nouvelle infection mycobactérienne chez l'homme », les scientifiques australiens McCallum, Toolerst, Buckle et Sisson décrivirent l'apparence de cette nouvelle infection et la procédure mise en place pour identifier l'agent qui en était responsable. Les premiers tests indiquèrent la présence de bacilles acido-résistants ou mycobactéries. Cela les amena à penser
qu'il s'agissait d'une forme de tuberculose ou de lèpre. Mais d'autres tests démontrèrent que cette infection était différente. Il s'agissait d'une toute autre mycobactérie, un nouveau pathogène qui n'avait jusqu'ici pas été identifié. Pour pouvoir l'analyser, ils tentèrent de cultiver l'organisme en laboratoire à une température de 37 degrés centigrades. Les premiers essais échouèrent, mais la chance fut de leur côté. Le système de chauffage d'un des incubateurs tomba en panne, ramenant la température à 32 degrés, et l'organisme se multiplia alors à cette température plus basse. Pour la première fois dans l'histoire de la médecine, l'organisme Mycobacterium ulcerans fut isolé, cultivé et identifié comme l'agent responsable de cette maladie inconnue. On l'appela ulcère de Bairnsdale, d'après la localité où elle s'était manifestée. Le docteur John Heyman, un pathologiste de l'université de Monash à Melbourne, qui travaillait à l'époque avec Glenn Buckle, l'a entendu raconter cette découverte capitale. Je travaillais dans le département de microbiologie de Glenn Buckle. Il était l'un des auteurs de la toute première communication décrivant Mycobacterium ulceran. Et j'ai travaillé dans son département comme chef de service pendant 2 ans. Il m'a expliqué comment il essayait de cultiver l'organisme, et celui-ci ne s'est reproduit que lorsque le ventilateur de l'incubateur est tombé en panne. Il s'est donc rendu compte que la température initiale n'était pas la bonne et que la température de croissance de l'organisme devait être plus basse. C'est comme cela que Glenn Buckle a été le premier à réussir à cultiver l'organisme. On savait désormais que l'infection qui causait ces ulcères dévastateurs était due à une mycobactérie. Mais quel est cet organisme? Les mycobactéries sont un genre de bactéries dont de nombreuses espèces existent dans l'environnement. La plupart ne sont pas pathogènes, en d'autres termes, elles sont inoffensives pour l'homme. D'autres, par contre, s'attaquent à l'homme et aux animaux. Enfin, il existe un troisième type de mycobactéries potentiellement pathogènes. Lorsque les conditions propices sont créées, elles peuvent devenir actives et se mettre à infester les hommes. On les appelle des pathogènes opportunistes. Le Mycobacterium ulcerans appartient à ce troisième type. Les 2 exemples de maladies mycobactériennes les plus connues sont la lèpre et la tuberculose. La nouvelle maladie décrite par McCallum et ses collègues allait devenir la 3e maladie mycobactérienne connue s'attaquant à l'homme. Ce qui caractérise de telles maladies, c'est qu'elles sont particulièrement longues et difficiles à traiter. À la même époque, des ulcères du même type furent observés dans d'autres parties du monde. Dans chaque endroit, on leur donna un nom différent. En Australie, la maladie était appelée ulcère de Bairnsdale, dans la région de Melbourne, et ulcère de Daintree, au Queensland. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, elle était connue sous le nom d'ulcère de Koumoussi ou Sick Belong Sepik. Dans les années 1960, des ulcères du même type apparurent dans la région de Buruli, qui faisait partie du district de Mengo, en Ouganda. Ils furent appelés ulcères de Buruli, et c'est aujourd'hui le nom officiel de la maladie. Entre 1965 et 1970, une épidémie d'ulcères de Buruli se déclara dans un camp de réfugiés rwandais à Kinyara, en Ouganda. Le ministère de la Santé de l'Ouganda, alerté, mit sur pied un groupe d'experts chargés d'étudier ce problème. Les médecins faisant partie de ce groupe obtinrent des informations précieuses qui allaient permettre d'en savoir un peu plus sur elle. Le premier rapport du groupe, présenté en 1969, décrit les aspects cliniques de la maladie. Il constitue la première étude de cas sur l'ulcère de Buruli.
D'autres rapports traitent de l'épidémiologie de la maladie. Cette épidémie du Kinyara fut la première épidémie d'ulcère de Buruli à être enregistrée. Elle permit de constater la virulence de la mycobactérie et contribua à sensibiliser la profession médicale et le public à ce problème de santé. Dans les années 1980, il fut établi sans conteste que tous les cas de ce type apparaissant dans les différentes parties du monde étaient bien dus à un pathogène unique, le Mycobacterium ulcerans. Entre la première description écrite des symptômes de la maladie et l'identification formelle de ses causes, un siècle s'était écoulé. Identifier une maladie inconnue et lui donner un nom n'est que le début d'un long cheminement. Mais pendant ce temps, la maladie, elle, continue de progresser. Même si l'ulcère de Buruli reste toujours pratiquement inconnu à travers le monde, sa menace n'a cessé de grandir. Dans certains pays d'Afrique où les cas de lèpre ont diminué, l'ulcère de Buruli est devenu la deuxième maladie mycobactérienne la plus importante après la tuberculose. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estime qu'elle pourrait devenir un fléau encore plus terrible que la lèpre, qui est en passe d'être éliminée dans les pays endémiques. L'ulcère de Buruli est de nos jours endémique dans plus de 30 pays des Amériques, du continent africain, d'Asie et du Pacifique occidental. Bien que peu nombreux en Asie du Sud-Est, des cas ont été recensés en Indonésie, en Malaisie et au Sri Lanka. Dans l'hémisphère occidental, quelques cas ont été rapportés au Mexique, au Suriname et au Pérou. En Guyane française, le premier cas d'ulcère de Buruli date de 1969. En Extrême-Orient, un petit nombre de cas a été confirmé au Japon et en Chine. Dans le Pacifique occidental, outre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des cas ont aussi été rapportés à Kiribati et dans d'autres îles. Les premiers cas d'ulcère de Buruli sont apparus en Afrique de l'Est, mais le plus grand nombre est aujourd'hui enregistré en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Ghana et au Cameroun. L'Angola, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée, le Libéria, le Malawi, le Nigeria, la Sierra Leone, le Soudan, le Togo et l'Ouganda sont tous touchés. Les cas recensés au Togo viennent compléter la trajectoire d'est en ouest du continent africain de l'ulcère de Buruli. Mais tout ceci est encore loin d'indiquer la réalité, car un très grand nombre de cas n'est jamais signalé. De plus, l'incidence est en augmentation dans d'autres parties du monde. On peut contracter cette infection à n'importe quel âge, mais 70% des cas concernent des enfants de moins de 15 ans. S'il n'est pas traité à temps, l'ulcère de Buruli a un impact physique et psychologique extrêmement grave. Par ailleurs, ses conséquences économiques sont désastreuses pour nombre de ces pays qui doivent déjà faire face à la pauvreté et à d'autres problèmes de santé. Les symptômes de l'ulcère de Buruli et sa progression sont désormais connus. La période d'incubation moyenne est de 2 à 3 mois. Une fois que la mycobactérie a franchi la barrière de la peau, elle se multiplie et produit une toxine qui s'attaque à la peau et aux tissus sous-jacents. Le professeur Pamela Small du département de microbiologie de l'Université de Tennessee aux États-Unis faisait partie de l'équipe
qui a réussi à identifier pour la première fois cette toxine. Le Mycobacterium ulcerans pénètre dans la peau et se reproduit en engendrant une toxine qui entraîne la destruction massive des tissus. C'est la seule mycobactérie qui produit une toxine destructrice et un lipide à effet d'immunosuppression, responsable en majeure partie de la pathologie de l'ulcère de Buruli. On soupçonnait déjà la présence de la toxine dans les années 60, mais ce n'est qu'en 1999 que des scientifiques du laboratoire Rocky Montana du National Institute of Health ont identifié et purifié la toxine. La toxine a été appelée mycolactone. Le mycolactone est une toxine de couleur jaune qui peut être isolée dans sa forme sécrétée comme un lipide jaune. La molécule est présente sur la surface de la bactérie et donne aux colonies de bactéries une pigmentation jaune caractéristique. L'identification de la toxine peut s'avérer utile dans la lutte contre l'ulcère de Buruli de différentes façons. La toxine peut nous fournir des informations intéressantes pour le développement d'un vaccin contre l'ulcère de Buruli. Elle pourrait aussi aider au développement d'un outil diagnostique pour identifier les cas d'ulcère de Buruli. En effet, des anticorps dirigés contre la toxine pourraient jouer un rôle dans le traitement de la maladie. En neutralisant la toxine, ils permettraient aux lésions de guérir plus rapidement. Le premier symptôme de l'infection est généralement un petit nodule, juste sous la peau, qui ressemble à une piqûre d'insecte. Comme le système immunitaire est localement affaibli, il n'y a ni douleur ni fièvre, ni autre signe avant-coureur de l'infection. Celle-ci progresse en s'attaquant à la peau et donne lieu à un ulcère bien défini qui continue de grandir et devient septique. En quelques mois, voire quelques semaines, l'ulcère peut recouvrir tout un bras ou une jambe du patient, ou toute l'étendue de sa poitrine ou de son dos. Certaines infections se développent très rapidement. Le pathogène détruit alors massivement la peau et la chair et peut même s'attaquer aux os. Après des mois ou des années, les lésions finissent par guérir, même sans traitement. Mais elles laissent des cicatrices et des contractures définitives dans le membre affecté. Dans plusieurs pays africains où la maladie est endémique, ces difformités sont un témoignage tragique de l'héritage de l'ulcère de Buruli. Pour l'instant, on ne dispose d'aucun traitement curatif ou préventif. Que ce soit pour traiter ou pour prévenir la maladie, il faudrait savoir comment elle se transmet. Malheureusement, le mystère entourant la transmission du pathogène reste entier. Personne ne sait où il vit, comment il se reproduit ou comment il se transmet à l'homme. Plusieurs décennies après sa découverte, cet organisme constitue toujours une énigme pour la science. Toutes les tentatives de cultiver le Mycobacterium ulcerans à partir de prélèvements de terre, d'eau ou de plantes provenant des régions affectées ont échoué. À ce jour, il n'existe aucune certitude à propos de son environnement privilégié. Est-ce l'eau, la terre, les plantes, les insectes ou même l'air? Nous n'en savons rien. Par elle-même, la mycobactérie ne peut pas pénétrer dans la peau. Pour s'introduire dans le corps humain, elle a besoin d'un mécanisme précis ou d'un vecteur ou encore d'une ouverture déjà présente dans la peau. Des cas d'infection se sont déclarés après une piqûre d'insecte, une égratignure faite par une plante épineuse ou la contamination d'une plaie existante. Mais qu'est-ce qui permet réellement à l'organisme de s'introduire dans le corps? L'énigme du processus de transmission n'a pas encore été résolue. La maladie se manifeste le plus souvent dans les régions tropicales et subtropicales et dans les zones forestières. Dans les pays d'Afrique où elle est présente, elle affecte plus particulièrement les populations qui vivent dans les zones marécageuses, surtout celles qui sont en contact avec de l'eau stagnante ou des cours d'eau peu rapides. On pense ainsi que l'infection est d'une certaine manière associée à la proximité de l'eau. Des expériences en laboratoire
ont démontré que la maladie peut être transmise à des souris par certaines espèces d'insectes aquatiques. Mais jusqu'ici, il n'y a aucune preuve que ces insectes transmettent aussi l'infection aux humains. Contrairement aux moustiques, qui sont des vecteurs reconnus du parasite responsable du paludisme, ces insectes aquatiques ne semblent pas être les hôtes naturels de la mycobactérie. Mais aujourd'hui, l'association entre l'eau et l'ulcère de Buruli ne fait plus aucun doute. La plupart des épidémies semblent être rattachées à un bouleversement d'ordre environnemental lié à l'eau. Une épidémie récente en Australie a permis de confirmer cette hypothèse. En 1997, la maladie a de nouveau frappé ce pays. Contre toute attente, il s'agissait d'une petite ville de villégiature sur Phillip Island, une île située non loin de Melbourne. Le nombre de cas observés sur une superficie d'1,5 km était sans précédent, selon les médecins et les autorités sanitaires locales. Cette épidémie a attiré plusieurs médecins de diverses parties de l'Australie, y compris le docteur John Heyman et le docteur Paul Johnson du département des maladies infectieuses d'Austin Health à Melbourne, qui dirigeait l'équipe de chercheurs. And although I'd heard of Bairnsdale ulcer, as we call it, because it's an Australian discovery and well known here. J'avais entendu parler de l'ulcère de Bairnsdale, comme on l'appelle, parce que c'est une découverte australienne et bien connue ici, mais il reste une maladie très rare. En particulier, il n'a jamais, à ma connaissance, été rencontré dans cette région des environs de Melbourne. Il a toujours été associé à la partie orientale de Victoria, à Bairnsdale et à la région de Gippsland. Et donc, quand il y a eu plusieurs personnes qui ont eu la même maladie dans l'espace de quelques semaines et dans le même hôpital, et je savais d'où ils venaient parce que l'adresse était proche de la maison de la famille sur Phillip Island, je me suis rendu compte qu'une épidémie était sur le point de commencer ou venait de commencer. J'ai mis sur pied une équipe de recherche, des épidémiologistes, des scientifiques, des médecins, et nous avons appelé John Heyman, qui est médecin pathologiste à Melbourne et qui est bien connu pour ses recherches sur l'ulcère de Buruli. Ensemble, nous avons mis sur pied cette équipe et nous avons enquêté sur l'épidémie de Phillip Island. En cartographiant l'origine de 30 cas, l'équipe de chercheurs parvint à la conclusion que la mycobactérie provenait du terrain de golf local. Comme l'explique Paul Johnson, l'enquête finit par identifier le véritable coupable, le système d'irrigation du terrain de golf. L'eau utilisée provenait d'un étang en plein air dans lequel vivaient plusieurs espèces d'animaux et d'oiseaux. L'enquête permis d'établir que cet étang était la source de l'infection. Nous sommes rentrés chez nous et nous avons réfléchi à tout cela. Et nous sommes arrivés à la conclusion que l'épidémie était associée au système d'irrigation qui se trouvait sur le terrain de golf. En examinant tous les cas, nous avons vu que tous les patients se trouvaient dans un périmètre de quelques centaines de mètres d'un système d'irrigation unique composé de plusieurs éléments. Depuis cette découverte, le terrain de golf est irrigué à partir d'une citerne fermée. Conséquence, il n'y a plus eu de nouveaux cas d'ulcère de Buruli sur l'île. L'épidémie de Phillip Island a permis d'élaborer de nouvelles hypothèses quant au mode de transmission et aux conditions dans lesquelles une épidémie est susceptible d'apparaître. On pense désormais que des changements d'ordre environnemental peuvent contribuer à l'émergence d'épidémies. La mycobactérie peut avoir existé à l'état latent dans l'environnement pendant des siècles, voire des millénaires. Il suffit d'un déclencheur tel qu'un déboisement rapide, des inondations, la construction d'un barrage ou un nouveau système d'irrigation pour la réveiller et la transformer en un pathogène extrêmement dangereux pour l'homme. Une autre retombée de cette épidémie a été l'élaboration d'un nouveau test diagnostique pour le Mycobacterium ulcerans en Australie. Le professeur Johnson et ses collaborateurs ont utilisé la technique bien connue d'amplification PCR
sur une partie répétitive de l'ADN du pathogène qui se prête particulièrement bien à cette amplification. Ce test permet de diagnostiquer la maladie en quelques jours au lieu des quelques semaines requises par les techniques traditionnelles. Ce test a été appliqué aux prélèvements obtenus des patients, mais également à des échantillons prélevés de l'environnement. Le professeur Johnson et son équipe ont ainsi été les premiers scientifiques dans le monde à prouver que le Mycobacterium ulcerans est indiscutablement un organisme provenant de l'environnement. Tout cela à cause d'un simple terrain de golf dans une petite île d'Australie. D'autres scientifiques ont par la suite utilisé le même test pour étudier et élucider le rôle des insectes aquatiques dans la transmission de l'ulcère de Buruli. Malgré ses retombées notables, ce test reste difficile à mettre en œuvre dans les pays endémiques les plus pauvres, en particulier dans les zones rurales éloignées. Dans ces régions, il est plus facile d'établir un diagnostic par examen clinique. Tous les nodules ne sont évidemment pas dus au Mycobacterium ulcerans, mais ce symptôme reconnaissable permet d'agir plus promptement. Lorsque la maladie est à un stade plus avancé, elle peut être facilement diagnostiquée par un personnel formé. Malheureusement, on est encore loin d'un traitement médicamenteux efficace. Lors de sa visite en Côte d'Ivoire en décembre 1997, le docteur Hiroshi Nakajima, alors directeur général de l'OMS, a mis l'accent sur l'importance de ce nouveau fléau qu'était l'ulcère de Buruli. Aujourd'hui, en nom de l'OMS, je peux annoncer officiellement que nous avons pris la décision de coordonner les efforts internationaux pour vaincre ce fléau, a-t-il dit à cette occasion. Nous mobiliserons l'expertise globale et les ressources requises pour faire face à un nouveau défi. En 1998, l'OMS a lancé l'initiative mondiale contre l'ulcère de Buruli afin de mobiliser les ressources et de réunir l'expertise nécessaire. En juillet 1998, elle a organisé la première conférence internationale sur l'ulcère de Buruli à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. La déclaration de Yamoussoukro, signée par les chefs d'État des 3 pays d'Afrique les plus touchés, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Ghana, ainsi que par le directeur général de l'OMS, représente une étape importante dans la lutte contre cette maladie. Les chefs d'État ont reconnu que la maladie était une menace grave pour leur population et qu'elle entravait le développement de leur pays. Le traitement, la prévention et la sensibilisation ont été identifiés comme les 3 facteurs les plus importants dans la lutte contre cette maladie. Depuis la conférence de Yamoussoukro, les activités se sont multipliées tant sur le plan international que national, sous l'égide de l'OMS. Des groupes d'experts ont été constitués pour élaborer des stratégies de lutte et trouver des solutions. En mai 2004, l'Assemblée générale de l'OMS a adopté une résolution qui souligne l'urgence du problème de l'ulcère de Buruli. Mais comment identifier un traitement et des mesures préventives pour une maladie que l'on connaît si mal? Comment combattre l'inconnu? Depuis que la mycobactérie a été identifiée, les recherches pour trouver un traitement se sont poursuivies. Parce qu'elle est proche de la tuberculose et de la lèpre, les chercheurs ont d'abord pensé que les antibiotiques utilisés pour traiter ces 2 maladies pouvaient aussi être utilisés contre l'ulcère de Buruli. Malgré des résultats in vitro prometteurs en laboratoire, les antibiotiques courants se sont révélés initialement inefficaces chez l'homme. Les chercheurs ont vite constaté que le Mycobacterium ulcerans allait être plus difficile à combattre que prévu.
Des expériences cliniques récentes ont toutefois démontré que certaines combinaisons d'antibiotiques ont une certaine efficacité à un stade précoce de la maladie. Utilisés conjointement avec un traitement chirurgical, ils peuvent limiter l'importance de cette intervention chirurgicale. Ces constatations permettent d'espérer qu'un traitement médicamenteux de la maladie sera un jour disponible. Mais il faudra alors être vigilant par rapport à une éventuelle résistance aux médicaments provoquée par les charges bactériennes massives des patients infectés. De plus, la procédure de mise à l'essai des médicaments potentiels est à la fois très longue et coûteuse. Des années pourraient s'écouler avant qu'un nouveau médicament efficace et sûr soit disponible dans le commerce. Entre-temps, des milliers de patients attendent. Certains sont dans un état critique. Même si les découvertes récentes concernant les antibiotiques semblent prometteuses, le seul traitement vraiment efficace reste le traitement chirurgical. Mais il est peu accessible et peu abordable pour la plupart des patients. Lorsque la maladie en est encore au stade précoce, le traitement est relativement simple et rapide. La lésion est excisée par voie chirurgicale et la plaie est aussitôt suturée. Cette procédure ne coûte en moyenne que 20 à 30 $ américains et ne nécessite qu'une hospitalisation de courte durée. Mais par ignorance des symptômes ou par peur du traitement, les personnes souffrant de cette maladie tardent à chercher un avis médical, particulièrement en Afrique. Ils ne viennent que lorsqu'ils sont plus gravement atteints, voire dans un état critique. À ce stade, le seul traitement possible est une intervention chirurgicale importante et coûteuse qui nécessite un long séjour à l'hôpital. Après l'intervention, il faut procéder à une greffe de peau pour refermer les plaies. Le traitement dans son ensemble est extrêmement douloureux et des séances de physiothérapie sont nécessaires pour rendre aux membres affectés toute sa mobilité. Si le visage est touché, seule la chirurgie plastique peut rendre au patient un semblant de vie normale, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants ou d'adolescents. Lorsque l'infection s'est déjà attaquée à l'os, le seul recours peut être l'amputation, suivie d'une longue procédure de réhabilitation. Dans certains pays d'Afrique, des ONG offrent des prothèses à certains jeunes enfants qui ont subi une amputation, mais il ne s'agit là que d'une goutte d'eau dans l'océan, et cela n'effacera ni la souffrance, ni le traumatisme subi. À ce jour, il n'existe donc aucune alternative au traitement chirurgical. Alors, comment faire face à cette situation ? L'ulcère de Buruli est présent dans 30 pays et sur 4 continents. Mais les conséquences de cette maladie diffèrent d'un pays à l'autre, selon le niveau de vie, la qualité des soins de santé disponibles et l'accès à ces soins, les dimensions économiques de la santé publique. L'Australie, la Guyane française et le Ghana, 3 pays, 3 continents, 3 situations contrastées pour des patients souffrant d'une même maladie. L'Australie est le pays où l'infection par Mycobacterium ulcerans a été décrite pour la première fois. Des cas d'ulcère de Buruli y sont encore enregistrés périodiquement et des épidémies peuvent même se manifester, comme ce fut le cas à Phillip Island en 1997. Mais il est très rare que la maladie ait des effets aussi dévastateurs qu'en Afrique. L'Australie est un pays développé qui jouit d'un système de santé avancé, efficace et accessible à tous. La population n'hésite pas à consulter le médecin, même pour un problème apparemment sans gravité. Elle est par ailleurs fortement sensibilisée aux risques que représentent les cancers de la peau. Les symptômes tels que les nodules ou les papules cutanées
ne sont donc jamais négligés. Tina, par exemple, est une petite fille sportive qui a une grande passion, la natation. Elle passe ainsi beaucoup de temps dans l'eau. Un jour, ses parents remarquent qu'elle a une petite lésion au bras. Ils l'emmènent chez le médecin qui fait aussitôt analyser un prélèvement de la lésion. Les analyses révèlent la présence du Mycobacterium ulcerans. Tina a contracté l'ulcère de Buruli. Le médecin décide de traiter Tina en excisant l'ulcère par voie chirurgicale, ce qui épargne à la petite fille le traumatisme d'un long traitement douloureux. Guérie, Tina peut rentrer très vite chez elle et reprendre ses activités. Dans la région de Daintree, au Queensland, 3 membres d'une même famille ont été infectés à des moments différents par la mycobactérie. Grâce à l'expérience acquise par le premier membre de la famille, les 2 autres ont pu bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement rapide. Cela a permis d'éviter les séquelles de l'ulcère de Buruli lorsqu'il n'est pas traité à temps. Louise McCracken, le premier membre de la famille à être infecté, est convaincue que son expérience a aidé son fils et sa mère lorsqu'ils ont eux aussi attrapé la maladie. Pour le traitement, je suis allée presque tout de suite consulter parce que je ne savais pas ce que c'était. J'y suis allée après une semaine, mais les médecins ont mis du temps à comprendre ce que c'était. Ils ne savaient pas. Quand maman a eu la bosse sur son bras, elle a pensé que c'était l'ulcère de Daintree, parce que nous étions au courant. 2 membres de la famille l'avaient déjà eu, et nous savions ce que cette maladie pouvait faire. Elle est allée tout de suite appeler la chef infirmière à l'hôpital de Moshman, May Smith, qui avait fait beaucoup de recherches dans ce domaine. Ils avaient fait les arrangements pour exciser l'ulcère et ils ont opéré sans faire de biopsie. En une semaine, l'ulcère était 2 fois plus gros. Lorsqu'ils l'ont retiré, les analyses ont confirmé que c'était bien l'ulcère de Daintree. Et ainsi, parce qu'ils l'ont enlevé si vite, il n'y avait qu'une petite cicatrice qu'on voit à peine. And when they did have it taken out, tested, it was positive. She did have a Daintree ulcer. And as a result, because they'd got it out so quickly, she's got minimal scarring. You can hardly see the line on her arm now. Car le traitement est parfois retardé tout simplement parce que ni le patient ni le médecin ne connaissent l'existence de cette maladie ou alors parce que les médecins hésitent à appliquer des mesures aussi draconiennes que la chirurgie avant d'avoir épuisé toutes les alternatives, comme May Smith de l'hôpital Mossman au Queensland l'explique. Les infirmières savent qu'il faut l'exciser, mais les nouveaux médecins qui arrivent en ville, eux, n'en ont aucune idée, parce que c'est une maladie rare. Ils essaient de la traiter avec des antibiotiques, ou en incisant ou en curetant l'ulcère. Et bien sûr, cela va continuer à grossir, comme en Afrique. Comme il n'y a aucune douleur, les gens supportent ce traitement. Mais depuis les 6 dernières années, je peux dire que la situation est bien gérée par la sensibilisation, les séminaires et l'information communiquée aux médecins de la région. Duncan Sandel est un réparateur de yachts de la région de Somerville, à Western Port, en Australie. Arrivant à l'hôpital avec les premiers symptômes de l'ulcère de Buruli, il est tout de suite mis sous antibiotiques. Mais son état se détériore progressivement, malgré ces antibiotiques. Lorsque les médecins finissent par décider d'avoir recours à la chirurgie, l'intervention est beaucoup plus importante que celle requise pour exciser le nodule initial. Et ce qui est plus inquiétant, c'est qu'au cours du séjour de Duncan à l'hôpital, de nouveaux nodules sont apparus sur d'autres parties de son corps. Lorsqu'ils sont analysés, tous révèlent la présence de Mycobacterium ulcerans. Le cas de Duncan est atypique. Il a attrapé une forme disséminée et très rare de l'ulcère de Buruli. Son traitement a duré 18 mois. Il n'y a aucun doute que c'est un frein à ma mobilité et cela a limité mon mode de vie et mes revenus. En ce qui me concerne, je crois qu'une intervention aussi rapide que possible pour toute infection bactérienne de ce type doit être la priorité absolue. J'aimerais que les gens soient mieux informés, mais il semble que cette maladie soit si rare de nos jours en Australie
que beaucoup de personnes ne la prennent pas au sérieux et ne savent pas comment reconnaître les signes. Partout dans le monde, y compris dans un pays industrialisé comme l'Australie, l'information et l'éducation sanitaire sont essentielles pour éviter les effets dévastateurs de l'ulcère de Buruli. Un ingénieur en télécommunications, Anthony Hamilton, a fait les frais de ce manque d'information. Ne reconnaissant pas l'origine des ulcères dont il souffre, son médecin décide de le traiter uniquement avec des antibiotiques jusqu'à ce qu'un autre médecin pense à faire analyser les tissus infectés. Je suis allé voir un médecin qui a vu que c'était un ulcère, mais il ne savait pas quel genre d'ulcère c'était. Il a prescrit des antibiotiques qui n'ont pas eu d'effet. Après 2 semaines, je suis retourné le voir et il m'a donné des antibiotiques différents qui n'ont pas eu d'effet non plus. Par chance, j'ai parlé à une amie qui était médecin spécialiste dans la ville de Sale, près du lac Gippsland, et elle m'a demandé ce qui n'allait pas avec ma jambe. Je lui ai dit que j'avais un ulcère qui ne guérissait pas. Elle m'a dit, « As-tu vérifié si ce n'est pas l'ulcère de Bairnsdale? C'est le nom qu'ils utilisent ici pour l'ulcère de Buruli. » Bien sûr, je ne l'avais pas fait. Et la veille de Noël, elle m'a envoyé au département de pathologie à Sale pour faire un prélèvement. Ce soir-là, le pathologiste a pour la première fois diagnostiqué que j'avais l'ulcère de Bairnsdale. Of course, I hadn't, and so she arranged on Christmas Eve last year for me to go and have it swabbed at the pathology department in Sale. And that night, the pathologist gave the first diagnosis that it was Bairnsdale ulcer. Bien sûr, il faut encore que les informations communiquées soient fiables. Celles rapportées par certains journaux australiens à sensation peuvent être aussi peu objectifs que la croyance africaine que la maladie est due à la sorcellerie. Autre pays, autre situation, on pourrait dire que la Guyane française, en Amérique latine, est un trait d'union entre le monde développé et le monde en développement. Ce département français jouit d'un système de santé avancé, mais sa situation géographique en fait aussi une cible privilégiée pour les maladies tropicales que l'on trouve généralement dans les pays en développement. Seule une petite partie du pays est habitée. Les 3/4 de sa superficie sont recouverts par la forêt amazonienne où habitent de petites communautés dispersées. Malgré leur éloignement, ces populations peuvent toujours avoir accès aux soins médicaux. Les patients en situation critique sont évacués par hélicoptère. Si une évacuation ne s'impose pas, l'Internet et la télémédecine permettent de traiter les cas urgents. Des cas d'ulcère de Buruli ont été rapportés dans le voisinage de Cayenne, la capitale, et dans d'autres endroits. Le nombre d'infections a triplé en 2002 par rapport à 2000 et 2001. Il est possible qu'il y ait un lien entre l'augmentation des cas et une saison des pluies particulièrement intense où plusieurs régions ont été inondées. Le docteur Prévost-Linguet, une scientifique à l'Institut Pasteur à Cayenne, soutient cette hypothèse. C'est vrai qu'en 2000, nous avons eu quasiment 3 fois plus de cas qu'en 2000 et en 2001. Je pense que c'est essentiellement lié à une saison des pluies importante et à des phénomènes d'inondation qui ont été observés au niveau des zones urbaines du littoral de la Guyane. La plupart des cas sont traités à un stade précoce. Même si la population est relativement pauvre, les soins de santé sont accessibles à tous. La plupart des gens n'hésitent pas à se rendre à l'hôpital lorsque les premiers symptômes apparaissent. La leishmaniose est un autre problème de santé important qui a sensibilisé la population à la gravité des manifestations cutanées. Pour cette raison, la plupart des cas d'ulcère de Buruli sont traités suffisamment tôt pour que la maladie n'ait pas de conséquences graves. Mais, même si elle ne constitue pas un problème critique, l'information, ici aussi, reste insuffisante. L'Institut Pasteur de Cayenne dispose d'installations d'analyse PCR
qui permettent d'établir un diagnostic d'ulcère de Buruli en un jour. La recherche se poursuit pour élucider le mode de transmission en Guyane et pour en savoir plus sur le pathogène. Le docteur Prévost-Linguet est troublé par les lésions importantes que l'ulcère de Buruli provoque chez les patients en Afrique, en particulier chez les enfants. La différence entre la situation en Guyane et en Afrique est si grande qu'elle lui semble choquante. En Afrique, ce sont surtout les enfants qui sont atteints. Et les séquelles sont dramatiques pour ces populations qui n'ont pas accès, qui n'ont pas la chance d'avoir le système de santé dont nous on bénéficie en Guyane. Et c'est vrai que c'est choquant de voir ces photos et de voir cette situation en Afrique. Il y a 3 raisons à cela: la situation économique, l'accès à l'information et l'accès aux soins. Les pays d'Afrique où sévit l'ulcère de Buruli sont confrontés à des problèmes presque insurmontables. Le coût du traitement, tant pour les individus que pour le pays, le nombre insuffisant de lits dans les hôpitaux et la difficulté pour le personnel médical, trop peu nombreux, à gérer ce long traitement. Les patients, eux, ne peuvent pas travailler pendant ce traitement. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école et les parents doivent rester à l'hôpital pour prendre soin de leurs enfants, ce qui les prive eux aussi d'un revenu dont ils peuvent difficilement se passer. En 1996, au Ghana, le coût moyen annuel du traitement d'un patient était de 789 $ américains. Comparé au revenu annuel par habitant, cette somme est tout bonnement astronomique. Et plus il y aura de cas, plus les dépenses augmenteront, à moins que des efforts sérieux ne soient entrepris pour détecter très tôt les infections. Les raisons pour lesquelles les malades tardent à se faire traiter sont multiples. Il y a bien sûr le coût du traitement et du transport pour se rendre à l'hôpital, mais il y a aussi les croyances ancestrales, la crainte de la chirurgie et l'exclusion sociale. Les symptômes de la maladie apparemment bénins à ses débuts, comparés aux lésions qui s'ensuivent, font penser que ce mal est provoqué par un sortilège plutôt que par des causes naturelles. Le premier recours est donc le plus souvent la médecine traditionnelle. Cet homme, par exemple, a décidé de traiter son fils lui-même. À cause des moyens de déplacement et moyens financiers, c'est tout le problème que je n'ai pas amené à la gare. Le matin, je fais le nettoyage de la plaie et je mets des commandes traditionnelles dessus. Lorsqu'ils se rendent compte que le traitement traditionnel n'a aucun effet, il est déjà trop tard. Et donc, le traitement sera long, douloureux, traumatisant, surtout pour les jeunes enfants. Les malades peuvent ainsi rester handicapés ou défigurés à vie. Ils peuvent perdre un bras ou une jambe. Une pareille douleur à la fois physique, mentale et émotionnelle est difficile à concevoir. Les chiffres ne suffisent pas à décrire l'étendue de la souffrance causée par l'ulcère de Buruli. C'est seulement lorsque l'on entend les cris de douleur d'un enfant ou que l'on voit les larmes solitaires d'un malade que l'on se rend compte à quel point il y a urgence. Oui. Sœur Hélène, de l'hôpital catholique de Saint-Martin au Ghana, ne connaît que trop bien les souffrances de ses enfants. Quand je suis venue ici la première fois, j'ai vu les enfants. J'avais pitié d'eux à cause des plaies. Quand nous devons panser les plaies, les enfants crient et pleurent, alors nous essayons de ne pas leur faire mal et de faire prudemment les pansements. Nous faisons en sorte que les enfants soient moins craintifs et qu'ils n'aient pas peur de nous quand ils nous voient. Mais il y a beaucoup à faire pour qu'ils se sentent accueillis. They feel that they are wanted. Plus d'un siècle s'est écoulé depuis les premiers cas connus d'ulcère de Buruli.
on en sait bien plus qu'avant sur la maladie. Mais en dépit des avancées technologiques et scientifiques, elle n'en reste pas moins un mystère. Le traitement utilisé il y a 140 ans par les médecins traditionnels ougandais pour traiter James Augustus Grant est peut-être le même que celui utilisé de nos jours par les guérisseurs de cette région pour soigner l'ulcère de Buruli. Cela peut sembler paradoxal, le fait est que la majeure partie du monde n'a jamais entendu parler de ce mal. Alors, comment remédier à cette situation? Quelles sont les solutions? La plupart des experts s'accordent à dire que des médicaments efficaces sont sur le point d'être identifiés. Mais, tant que ce ne sera pas le cas, la seule solution reste le traitement précoce afin d'éviter la détérioration rapide de la santé du patient et la thérapie lourde qui est alors nécessaire, comme le souligne le docteur Christian Johnson du ministère de la Santé du Bénin. Si vous avez par exemple un nodule, c'est 3 jours d'hospitalisation. Si vous avez un petit ulcère, c'est 15 jours. Ça, si on peut avoir cette étape, on peut venir à cette étape, c'est que le programme peut être pérennisé. Sans l'aide des partenaires, avec le financement communautaire, on peut se débrouiller. Quand tu as une plaie et que tu vas dépenser 5 000 francs CFA ou 10 000 francs CFA, ben les gens se débrouillent. Quand il y a une appendicite ou une hernie, les gens dépensent 30 000 francs CFA pour se faire opérer, 40 000 francs CFA pour se faire opérer. Mais pour l'ulcère de Buruli, il faut 495 000 francs CFA. Donc, nous voulons faire en sorte que les gens nous aident pour que nous puissions arriver à l'étape où l'ulcère de Buruli ne coûtera que 5, 10, 20 000 francs. À partir de ce moment-là, on peut. Mais actuellement, avec 495 000 francs ou 1 million de francs par malade, on ne peut pas. On ne peut pas, ni le gouvernement, ni le financement communautaire, ni les efforts des populations. Et c'est sur ce combat-là que nous nous battons justement. Pour qu'il y ait enfin une alternative au traitement chirurgical, il faudra du temps et de l'argent. Les deux font cruellement défaut aux pays les plus affectés. Dans les pays industrialisés qui disposent de fonds suffisants pour la recherche, l'ulcère de Buruli ne représente pas une priorité suffisante pour l'investissement financier exigé. Pour l'instant, le seul recours est d'encourager les populations à se faire traiter dès les premiers symptômes. Les campagnes de sensibilisation et d'éducation sanitaire sont bien moins coûteuses que le traitement des cas les plus graves. L'information reste ainsi l'arme la plus efficace pour lutter contre la maladie. Elle est l'une des composantes clés identifiées par l'Initiative mondiale contre l'ulcère de Buruli de l'OMS. Il est recommandé de sensibiliser les populations affectées afin que nul n'ait plus à en souffrir, tout simplement par ignorance. Une autre composante clé est l'accès aux soins de santé. C'est sans doute la différence la plus flagrante entre les pays d'Afrique, où l'ulcère de Buruli est endémique, et l'Australie et la Guyane, car en Afrique, le point de santé le plus proche est souvent à des dizaines de kilomètres du village. Les ONG tentent de remédier à cela en ouvrant des cliniques tout près des populations les plus à risque. En réalité, l'accès aux soins n'exige pas nécessairement des infrastructures lourdes. Le diagnostic de l'ulcère de Buruli dans les régions endémiques est à la fois simple et fiable. L'excision du nodule ne nécessite pas un matériel sophistiqué ou une longue hospitalisation. Il serait même possible d'assurer ces soins de base dans des cliniques à ciel ouvert, comme celles mises en place en Afrique et en Asie pour traiter la lèpre. C'est-à-dire un point de rencontre, de dialogue et de soins, même sous un arbre. Ce qui est important, c'est de sauver le plus grand nombre de vies. Le mois de février 2004 représente une nouvelle date butoir dans l'histoire de l'ulcère de Buruli. Un groupe de chercheurs de l'Institut Pasteur à Paris a découvert l'origine génétique de la synthèse de la mycolatone. Grâce à cela, les scientifiques espèrent pouvoir identifier de nouvelles armes pour combattre la mycobactérie et l'infection. Le docteur Tim Steiner de l'Université de Monash à Melbourne est l'un des scientifiques impliqués dans cette recherche.
La prochaine étape de la recherche est de décoder les séquences d'ADN formant le génome complet et de comparer ensuite cette séquence avec celle d'autres organismes. Nous sommes à la recherche de maillons faibles dans la composition génétique de l'organisme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'on recherche, par exemple, des voies métaboliques spécifiques à Mycobacterium ulcerans. Actuellement, nous avons déjà identifié une de ces voies, celle qui fabrique le mycolactone, mais il y en a sûrement d'autres. Le prochain défi, c'est d'examiner les séquences complètes du génome qui seront bientôt disponibles et d'identifier les voies dans lesquelles nous pourrons peut-être introduire des inhibiteurs conçus pour bloquer l'activité de Mycobacterium ulcerans. Et donc, il y a 3 grands volets de recherche. L'un est l'élaboration d'un vaccin, le deuxième est l'élaboration d'un médicament, et le troisième est un diagnostic amélioré. Ces 3 priorités de recherche feront largement appel aux ressources constituées par la séquence du génome. Mais il y a encore de nombreux défis à relever et une longue route à faire. Il faudra encore du temps, de l'argent et bien entendu des hommes et des femmes prêts à se battre. La maladie est encore si peu connue dans les pays riches que l'aide tarde à venir, car elle ne constitue pas une priorité. Cet état de choses est en train de changer, certes, mais pour les malades, les avancées sont encore trop lentes. Dès les premiers symptômes, c'est un compte à rebours qui commence pour eux. Très peu en sortent d'indemnes. Plus que jamais, il est temps de rompre ce silence qui entoure cette maladie. Il est temps d'aider ces enfants à rassembler les morceaux épars de leur petite vie disloquée. Il est plus que temps d'agir. Malgré les avancées scientifiques et médicales qu'a connues le XXe siècle, la science et la connaissance humaine se heurtent encore à des maladies qui demeurent des énigmes. Les efforts les plus sophistiqués pour les élucider restent sans résultat.
L'une de ces maladies est l'ulcère de Buruli. Elle est loin d'être nouvelle. Les premiers cas ont été recensés en Australie en 1948. Mais c'est seulement dans les années 1980 que la gravité de cette maladie et son étendue ont été reconnues. L'ulcère de Buruli est une grave maladie de la peau causée par un micro-organisme, Mycobacterium ulcerans, qui appartient à la famille des pathogènes responsables de la tuberculose et de la lèpre. Mais contrairement à celle-ci, l'ulcère de Buruli reste encore un mystère. Quel est son mode de transmission? Pourquoi les antibiotiques sont-ils si peu efficaces dans ce cas précis? Comment pourrait-on développer des tests diagnostiques plus rapides et fiables? Comment protéger les populations à risque contre la maladie? Quelles en sont l'incidence et la prévalence réelle? Il n'y a toujours pas de réponse précise à toutes ces questions. Ce que l'on sait, c'est que cette maladie est endémique dans plus de 30 pays, en Amérique, en Afrique, en Asie et dans le Pacifique occidental. Mais l'Afrique de l'Ouest est de loin la plus touchée. Dans certains pays africains, l'ulcère de Buruli est la deuxième maladie mycobactérienne la plus importante après la tuberculose. En Côte d'Ivoire, on a recensé environ 15 000 cas depuis 1978. Au Bénin, 4 000 cas ont été rapportés depuis 1989. Une étude réalisée en 1999 au Ghana a permis d'identifier 6 000 cas. Dans certaines régions, 22% de la population est infectée. Mais ces chiffres sont loin de refléter l'incidence réelle. Le plus souvent, les cas d'infection ne sont pas rapportés. Bien qu'une infection puisse survenir à tout âge, 70% des cas concernent des enfants de moins de 15 ans. La plupart des cas d'ulcère de Buruli sont observés dans des régions rurales, très pauvres, à proximité d'une rivière, d'un étang ou d'un marais. La vie quotidienne de ces populations est souvent étroitement liée à cette source d'eau proche, que ce soit pour se laver, cultiver le riz ou élever des poissons. Adultes et enfants sont ainsi exposés à chaque instant à cet environnement aquatique et à tous les organismes qui y prolifèrent. On pense que des insectes aquatiques appartenant aux espèces Nocoridés et Belestomatidae pourraient transmettre à l'homme la mycobactérie responsable de l'ulcère de Buruli. Les personnes qui sont en contact avec un environnement aquatique contaminé et qui présentent une lésion cutanée permettant aux micro-organismes de pénétrer dans le corps pourraient être les plus vulnérables à l'infection. Mais le mode précis de transmission reste encore à élucider. L'ulcère de Buruli se manifeste généralement par un nodule indolore. S'il n'est pas traité, le Mycobacterium ulcerans prolifère et génère une toxine puissante, le mycolactone, qui détruit massivement la peau, les tissus sous-jacents et même, dans certains cas, les os. Il colonise ensuite le système lymphatique et les vaisseaux sanguins et se répand vers des sites cutanés distants jusqu'aux os. Comme la toxine s'attaque au système immunitaire, il n'y a pas de symptômes tels que fièvre ou douleur. Malgré les effets terribles de la maladie, les malades n'éprouvent aucune douleur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ainsi, ne ressentent-ils à ce stade précoce aucun besoin de se faire soigner. Heureusement, le taux de mortalité reste très bas. Mais pour environ un quart des personnes infectées, il résulte des difformités permanentes. Les lésions se manifestent le plus souvent au niveau des extrémités et des membres. En se répandant, l'infection provoque des ulcères importants, mais peu douloureux, et des œdèmes couvrant de larges parties du corps, parfois même tout le membre ou le torse.
En guérissant, les lésions laissent des cicatrices et des contractures qui peuvent paralyser le membre ou toute cette partie du corps. Une infection bactérienne secondaire peut provoquer une infection sanguine grave, entraînant parfois la mort. Lorsque le patient n'est pas traité ou ne reçoit pas de soins appropriés, certains ulcères peuvent devenir cancéreux. Les séquelles pour les patients qui ne reçoivent aucun traitement ou qui sont traités par des guérisseurs traditionnels sont souvent des difformités ou une infirmité définitive. Tout comme la lèpre, les conséquences de l'ulcère de Buruli sont loin d'être seulement physiques. Cette maladie ne tue pas nécessairement, mais elle détruit tout aussi efficacement la vie des gens à travers la honte et le rejet. Véronique Lanvaitou, une femme d'une quarantaine d'années du village de Tanji au Bénin, a contracté l'ulcère de Buruli dans sa jeunesse. Elle a été traitée par des médicaments traditionnels. Sa guérison a été au prix de difformités importantes au niveau des jambes. Grâce au soutien d'une ONG, elle a reçu un tricycle qui lui permet de se déplacer seule. Elle a continué à travailler et à gagner sa vie en vendant des feuilles séchées pour la fabrication de paniers. Elle gagne environ 1000 francs CFA par semaine, soit un peu plus d'$1 américain. Elle s'occupe aujourd'hui de sa petite fille et prépare son propre repas. Mais elle seule sait ce que la maladie lui a coûté et au prix de quels efforts elle arrive à se déplacer et à survivre. Anna Mensa, une Ghanéenne de 15 ans, a contracté l'ulcère de Buruli il y a 7 ans. Elle a subi une intervention chirurgicale, mais trop tard pour éviter une contracture au niveau de la main. Elle a pu, malgré tout, poursuivre sa scolarité en écrivant de la main gauche et parvient à se servir habilement de sa main droite. Mais, même si elle arrive à découper un tubercule de manioc, elle ne peut oublier la difformité qui a fait basculer sa vie. On ne peut diagnostiquer cette maladie que par une évaluation clinique des symptômes. Il n'existe pas encore de test diagnostique simple pouvant être utilisé sur le terrain. La technique de Ziel-Nielsen, servant à détecter la tuberculose, peut être utilisée pour colorer les prélèvements obtenus des ulcères et révéler le bacille. En laboratoire, on peut détecter la maladie par la mise en culture du pathogène et les essais PCR. Mais ces tests, qui ne peuvent être réalisés que dans des centres de recherche éloignés des régions endémiques, ces tests restent difficilement disponibles. La maladie est encore si mal comprise que la recherche se poursuit pour découvrir un traitement efficace, y compris sur le rôle des antibiotiques. Certains des antibiotiques utilisés pour traiter la lèpre et la tuberculose ont eu des résultats probants chez la souris et chez l'homme. Mais on est encore bien loin d'un traitement fiable. Pour l'instant, le seul traitement possible pour l'ulcère de Buruli est la chirurgie. Lorsque la maladie n'en est encore qu'au stade du nodule, l'intervention est à la fois simple et rapide. Le nodule est excisé par voie chirurgicale et la plaie est directement suturée. Cette procédure rapide ne coûte qu'environ 20 à 30 $ et le patient ne reste que très peu de temps à l'hôpital. Malheureusement, les victimes de l'ulcère de Buruli se rendent très rarement à l'hôpital ou au centre de santé à ce stade précoce de la maladie. Ce n'est que lorsque la maladie a atteint un stade avancé et même critique
qu'il décide de se faire soigner. Le traitement requiert alors une hospitalisation de très longue durée et une chirurgie coûteuse suivie d'une greffe de la peau pour refermer les lésions. De plus, le traitement est très douloureux. Charles a 14 ans. Sa jambe droite est gravement atteinte par l'ulcère de Buruli. Après l'excision chirurgicale de l'ulcère, on doit désinfecter la plaie chaque jour et renouveler soigneusement les pansements. Charles est à l'hôpital depuis 1 mois et demi et il doit subir ce traitement chaque jour jusqu'à ce qu'il soit prêt à subir une greffe de la peau. C'est la seule façon de faire cicatriser la plaie. Il devra rester hospitalisé au minimum 6 mois. Christine a 13 ans. Elle est gravement atteinte avec des lésions qui lui couvrent tout l'abdomen. Les tissus infectés ont été enlevés, mais elle devra faire un long séjour à l'hôpital au cours duquel la plaie sera désinfectée et les pansements renouvelés quotidiennement. Ce traitement est épuisant pour la petite Christine. Ces plaies sont si graves qu'elles doivent être désinfectées sous sédatifs. Le personnel médical aurait préféré le faire sous anesthésie générale pour lui éviter toute cette souffrance. Mais il n'y a tout simplement pas assez d'argent pour cela. La greffe de la peau posera un autre problème. Les médecins devront prélever suffisamment de peau sur son corps pour couvrir toute la région affectée. Ce sera une intervention longue et difficile. Les épreuves sont donc loin d'être terminées pour Christine. Plus les lésions sont graves et étendues, plus le traitement est long et compliqué. Lorsque le patient arrive à l'hôpital, les tissus infectés et détruits, ainsi qu'une partie des tissus sains autour, doivent être entièrement enlevés par voie chirurgicale. Après le renouvellement quotidien des pansements, qui peut durer plusieurs mois, la plaie est refermée par une greffe réalisée avec la peau du patient lui-même. La chirurgie permet aussi d'éviter, dans la mesure du possible, les contractures entraînant les difformités liées à l'ulcère de Buruli. La physiothérapie qui suit le traitement permet de rétablir une mobilité normale chez le patient. Mais si la maladie a déjà commencé à s'attaquer aux os, l'amputation peut être la seule alternative pour sauver la vie du patient. Seules des prothèses coûteuses et une longue période de réhabilitation pourront aider le patient à retrouver une vie normale. Dans certaines régions endémiques du Bénin, Médecins sans frontières offre des prothèses aux enfants qui ont subi une amputation. C'est une nouvelle chance qui leur est offerte, mais combien pourront en profiter ? Contrairement à l'excision du nodule, le coût du traitement d'un patient avec des lésions importantes est énorme. Cela peut aller de 700 à 1000 $ américains par patient en fonction du type d'intervention et de reconstruction nécessaire et de la durée de l'hospitalisation. Dans des pays où l'on gagne moins d'1 $ par jour, cela représente un coût presque inimaginable. Dans la plupart des régions touchées, les médecins traitant ces patients ne sont pas forcément des chirurgiens, mais il n'y a personne d'autre pour procéder à ces interventions critiques, y compris les greffes de peau si difficiles à réaliser. Dans le district d'Amansi-Ouest, au Ghana, l'hôpital général de Saint-Martin dispose de 105 lits et de 3 salles consacrées à l'ulcère de Buruli. Mais il n'y a qu'un seul médecin dans tout l'hôpital. Assisté d'un personnel soignant attentif et compétent, il doit traiter chaque jour tous les types de problèmes médicaux et toutes les urgences. Nancy, une patiente
atteinte d'ulcère de Buruli, devait subir une grève de la peau à 14 heures ce jour-là. Mais plusieurs cas urgents s'étant succédés dans le courant de la journée, ce n'est qu'à 9 heures du soir que le médecin et le personnel médical, sans doute exténués, ont pu procéder à cette intervention. Parfois, ils doivent pratiquer des interventions de chirurgie esthétique sur des enfants dont le visage a été déformé par l'ulcère de Buruli. Rendre à ces enfants une apparence aussi normale que possible est un moyen de leur éviter l'exclusion que peut entraîner leur difformité. On ne pourrait pas traiter l'ulcère de Buruli sans le soutien des familles. Les tâches du personnel hospitalier sont déjà bien trop lourdes. Un membre de la famille doit être présent pour aider à s'occuper des patients, surtout les jeunes enfants. Il faut préparer les repas, les nourrir, leur donner un bain, laver leurs vêtements et les réconforter lorsqu'ils ont mal. Les mamans restent ainsi à l'hôpital pendant toute la durée du séjour des enfants. Elles doivent parfois même y amener le frère ou la sœur du petit malade lorsqu'il n'y a personne d'autre pour s'en occuper. Au cours de la journée, les mamans préparent les repas ensemble à l'extérieur de l'hôpital ou dans une pièce spécialement aménagée. Il s'agit souvent d'une simple bouillie à base de gruau, le repas des familles démunies. Dans certains hôpitaux, des ONG offrent aux patients une bouillie énergétique riche en protéines à base de cacahuètes, de maïs et de millet, ce qui accélère la guérison du patient. La présence de la mère donne du courage aux enfants, car face à l'épreuve quotidienne du changement des pansements, certains enfants se mettent à pleurer dès qu'ils aperçoivent les infirmières. Leur mère peut leur apporter un peu de réconfort et les aider à prendre leur mal en patience. Par ailleurs, des femmes malades sont parfois obligées de garder leurs enfants en bonne santé avec elles à l'hôpital pendant le traitement. Cette patiente a accouché de jumeaux pendant son séjour à l'hôpital. Comme elle n'a personne pour s'en occuper, elle devra les garder avec elle jusqu'à ce qu'elle puisse repartir. Malgré tous ces efforts, le problème que représente la gestion de l'ulcère de Buruli dans les pays endémiques reste quasiment insurmontable. Le membre de la famille qui doit rester avec le patient ne peut pas travailler pendant toute la durée du traitement, parfois de 6 à 8 mois. Et pourtant, il faut trouver de l'argent pour acheter de la nourriture et payer le coût du traitement. Cette petite fille de 6 ans, Mercy Amoa, est à l'hôpital depuis 6 mois. Sa mère a dû abandonner ses champs pour rester avec Mercy et elle a même dû emmener son petit frère. Pendant toute cette période, les revenus de la famille seront réduits de moitié ou même davantage. La plupart des mamans sont dans la même situation. C'est ce qui décourage les gens à amener leur enfant à l'hôpital pour le traitement, même s'ils sont conscients des effets terribles de cette maladie. Ce père nous explique pourquoi il préfère traiter son fils lui-même avec des remèdes traditionnels. Le coût du traitement à l'hôpital est bien trop élevé. Les frais d'entrée sont de 20 000 francs CFA environ, 30 $ américains par personne, le salaire d'une semaine de travail. Mais ce n'est pas tout. Le trajet aussi coûte très cher. Souvent, l'hôpital le plus proche est à 30 ou 40 kilomètres. Le père doit ainsi débourser une somme importante, rien que pour emmener son enfant à l'hôpital et pour lui rendre visite chaque jour. S'il reste avec lui à l'hôpital, il ne peut pas travailler et ses revenus en sont diminués d'autant, alors même qu'il a justement besoin d'argent. Si beaucoup se tournent d'abord vers la médecine traditionnelle, c'est parce qu'ils pensent
que l'ulcère de Buruli est causé par la sorcellerie. Mais c'est aussi pour des considérations pratiques. Lorsqu'ils envisagent les différentes options, le traitement hospitalier ne leur semble pas la meilleure solution. Le traitement est long et douloureux et le risque de rechute n'est pas à écarter. Les cicatrices causées par la greffe de la peau sont aussi un facteur dissuasif. Pour eux, il s'agit aussi d'une difformité, même si cette intervention chirurgicale permet d'éviter des difformités bien plus graves. Pour toutes ces raisons, les malades ne se font connaître que bien trop tard. Pour les enfants, le long séjour à l'hôpital implique une absence prolongée de l'école. Ils peuvent même perdre toutes leurs chances de finir leur scolarité. Dans un hôpital du Bénin, une ONG organise des classes pour les enfants hospitalisés afin qu'ils ne prennent pas un retard qu'ils ne pourront plus rattraper et aussi pour qu'ils gardent l'habitude de ces activités quotidiennes. Ce n'est facile ni pour les enfants, encore affaiblis par leur maladie, ni pour les enseignants. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a produit des bandes dessinées traitant de l'ulcère de Buruli afin qu'ils comprennent mieux et acceptent la maladie. C'est une